Ils sont devenus les tout premiers orphelins de cette grande guerre, bien avant les terribles tranchées, avant les millions de morts, avant les veuves, les mutilés et les empires s'effondrant en ruines. Mais, pour comprendre ces 3 enfants presque oubliés par l'histoire, il est nécessaire de remonter quelques années en arrière et de comprendre pourquoi leur père est devenu l'héritier d'un empire qui ne l'a jamais accueilli. D'ailleurs, profitant pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo si elle t'a plu et laisse un commentaire pour dire ce que tu as pensé de cette histoire. Quand on parle de l'héritier du trône austro-hongrois, on imagine souvent que cela a toujours été le destin de François Ferdinand. Ce n'était pas l'empereur. François-Joseph avait un fils unique et héritier, l'archiduc Rudolf, soigneusement préparé, depuis l'enfance à gouverner, véritable symbole vivant de la continuité de la dynastie. Alors, tout s'est brusquement effondré. Rudolf a été retrouvé mort à Mayerling, aux côtés de sa maîtresse. L'épisode, officiellement considéré comme un suicide, a profondément bouleversé l'Empire et laissé des marques irréversibles sur l'empereur lui-même. Privé de son fils, François-Joseph fut contraint de nommer son frère cadet, Charles-Louis, comme héritier. Mais le destin intervint à nouveau. Charles-Louis mourut subitement après avoir contracté une infection lors d'un pèlerinage religieux. Il n'y avait pas d'autre alternative. Le suivant dans l'ordre de succession était son fils, François Ferdinand. Il n'était pas apprécié à la cour, ne cultivait pas d'alliance et ne correspondait pas non plus au profil traditionnel d'un héritier docile. L'empereur accepta cette réalité, mais jamais avec enthousiasme. Franz était introverti. Rigide et profondément méfiant, la correspondance privée, les documents de la cour et les rapports diplomatiques le décrivent comme une personne difficile à fréquenter, peu charismatique et ouvertement critique envers l'aristocratie viennoise. Il critiquait l'armée, la politique étrangère, il critiquait même les Habsbourg eux-mêmes. Il devint impopulaire et pour beaucoup dangereux. La relation entre l'oncle et le neveu était froide, marquée par une méfiance mutuelle. François-Joseph considérait François Ferdinand comme instable. François Ferdinand voyait l'empereur comme le symbole d'un empire vieillissant. Pourtant, rien n'allait susciter autant d'hostilité que ce qui allait suivre. Sophie Chotek n'était pas née pour être détestée par la cour. Avant les humiliations publiques, avant l'assassinat à Sarajevo, elle n'était qu'une jeune noble, discrète et presque invisible pour le pouvoir. Née en mars 1868, fille du comte Borislav Chotek, elle appartenait à une famille aristocratique ancienne et respectable. Avec des siècles de service rendus à la couronne de l'Empire, mais elle n'appartenait cependant pas à une maison régnante. Et pour les Habsbourg, cela changeait tout. Éduquée. Avec rigueur, Sophie se distinguait par son élégance, son intelligence sereine et sa discrétion, des qualités qui l'ont menée au poste de dame de compagnie de l'archiduchesse Isabelle de Croÿ, épouse de l'archiduc Friedrich. C'était une position respectable, mais secondaire. Sophie était présente, mais jamais au centre. C'est dans cette ambiance que François Ferdinand la rencontra lors d'événements à la cour, organisés par l'archiduchesse Isabelle, ce qui débuta comme une amitié discrète. Cela s'est rapidement transformé en quelque chose d'inattendu. Il est tombé amoureux, non par convenance politique, ni par calcul dynastique, mais pour Sophie. Lorsque l'on apprit que l'intérêt de l'héritier ne portait pas sur l'une des filles de l'archiduchesse, mais sur la dame de compagnie, le scandale fut immédiat. Sophie fut écartée. La relation fut dénoncée et la cour réagit avec une hostilité ouverte. Il ne recula pas. Pour la première fois, il s'opposa à l'empereur et à toute l'aristocratie viennoise pour une femme. François-Joseph résista pendant des années à autoriser le mariage. Des documents du Hofburg font état de reports, d'avertissements et d'exigences successives. Lorsqu'il céda finalement, il imposa des conditions extrêmement dures. Le mariage serait morganatique. Sophie ne serait jamais impératrice. Elle ne pourrait pas s'asseoir à côté de son mari lors des cérémonies officielles et les enfants seraient exclus de la succession.
Sophie accepta tout, par amour, en silence. Même après le mariage, en 1900, elle continua d'être traitée comme une intruse. Lors des événements officiels, on la plaçait derrière un homme. Sur les portraits, parfois elle n'apparaissait même pas. La cour ne lui pardonna jamais d'avoir été aimée par l'héritier. Avec le temps, cependant, quelque chose d'inattendu se produisit, malgré le mépris, les humiliations et l'isolement politique. François Ferdinand et Sophie devinrent un couple profondément uni. Le mariage, que beaucoup avaient de prédit comme une erreur, s'avéra solide et affectueux, ce qui était rare dans l'aristocratie européenne. Aux côtés de Sophie, François Ferdinand devenait un autre homme. Las de l'hostilité constante de la cour de Vienne, ils décidèrent de s'éloigner de la vie de cour. Ils passèrent la majeure partie de leur temps en Bohême, à leur partie de l'Empire austro-hongrois, près de Prague. Là-bas, loin des regards venimeux de la cour, ils construisirent quelque chose de rare chez les Habsbourg, une véritable vie de famille. C'est à Konopište que naquirent les 3 enfants du couple. La résidence devint un espace de routine domestique, de jeux d'enfants, de promenades dans les jardins et de repas en famille. Des récits de contemporains décrivent de François Ferdinand comme un père dévoué, attentif à l'éducation et au bien-être émotionnel de ses enfants. Sophie restait toujours proche, protectrice, présente. C'est précisément pour cela que Sarajevo aurait une signification particulière. C'était une rare occasion où Sophie pouvait accompagner officiellement son mari, apparaissant à ses côtés en tant qu'épouse, sans humiliation. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, une question reste sans réponse définitive. Pourquoi est-ce précisément lors de cette visite que la sécurité a été réduite ? Des documents et des récits ultérieurs indiquent que des avertissements avaient été émis concernant le risque d'un attentat à Sarajevo. Malgré cela, des mesures de protection de base ont été ignorées. L'escorte était minimale, l'itinéraire a été divulgué à l'avance et de nombreux membres de la haute noblesse ainsi que de la délégation officielle, ils ont quitté la ville la veille, laissant l'héritier pratiquement à découvert. Plus étrange encore, Sophie, qui n'avait presque jamais la permission d'accompagner officiellement son mari, fut autorisée précisément ce jour-là à s'asseoir à ses côtés dans la voiture découverte. Une concession inédite, un geste tardif et fatal. La visite ne fut pas annulée. Rien de tout cela ne prouve l'existence d'une conspiration formelle. Mais la succession de décisions, la négligence, l'indifférence, le manque de soins soulèvent un doute gênant. L'Empire avait-il vraiment tout fait pour protéger un héritier qui n'a jamais été aimé et une épouse qui n'a jamais été acceptée? La visite a eu lieu dans un contexte explosif. La Bosnie avait été annexée par l'Empire austro-hongrois en 1908, alimentant le ressentiment des nationalistes serbes et de jeunes bosniaques qui rêvaient trop de l'unification des peuples slaves du Sud. Parmi eux se trouvait Gavrilo Princip, un étudiant pauvre, radicalisé, lié à des cercles révolutionnaires, associé à l'organisation secrète connue sous le nom de la Main Noire. Pour ces jeunes, François Ferdinand n'était pas seulement un homme, il était un symbole, le symbole de la domination austro-hongroise, une menace. François Ferdinand défendait des réformes internes qui pourraient affaiblir le projet nationaliste serbe en accordant une plus grande autonomie au peuple de l'Empire. Pour les radicaux, cela rendait sa mort encore plus urgente. Le plan initial a échoué, une bombe a été lancée, mais la cible a été manquée. Mais une succession d'erreurs, de confusions et de décisions mal communiquées a placé le couple exactement sur le chemin de Gavrilo Princip. Ce jour-là, Sophie était dans la voiture parce que, pour la première fois, on lui avait permis d'y être. Elle n'était pas la cible, mais elle est morte comme si elle l'était. Lorsque François Ferdinand a été touché, Sophie s'est penchée sur lui pour tenter de le protéger. Elle a été touchée quelques secondes plus tard. Elle est la morte comme elle a vécu, à ses côtés. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, François Ferdinand et Sophie ont été assassinés. Les funérailles furent discrètes et n'eurent pas lieu à Vienne. C'était étrange car il s'agissait de l'héritier de l'Empire.
Le plus étrange encore, c'est que l'empereur François-Joseph n'a pas assisté aux funérailles, tout comme la majorité des membres de la haute aristocratie. De la même manière, les chefs d'État étrangers étaient absents. Malgré tout, le protocole strict a été respecté. Même dans la mort, Sophie a continué d'être traitée comme une inférieure, le même traitement qui avait provoqué les tensions qui les ont accompagnées de leur vivant. Les cercueils furent disposés de manière inégale, celui de François Ferdinand légèrement surélevé, celui de Sophie plus bas. Même dans la mort, la hiérarchie morganatique fut respectée. François Ferdinand avait exprimé le souhait d'être enterré aux côtés de son épouse, ce qui était impossible dans la crypte impériale des Habsbourg. L'empereur accepta d'accorder ce dernier souhait. Le couple fut enterré à Arstetten, un repos commun que la cour ne leur avait jamais accordé de leur vivant. L'assassinat déclencha une chaîne d'alliances, d'ultimatums et de déclarations de guerre. En quelques semaines, l'Europe était en flammes. Des millions allaient mourir, des millions allaient devenir veuves, orphelins, mutilés. Mais avant tout cela, il y eut 3 enfants. 3 enfants qui perdirent leur père et leur mère au même instant. 3 vies à jamais marquées par un crime politique. Selon les récits historiques, François Ferdinand parvint encore à prononcer ces derniers mots à son épouse. « Sophie, Sophie, ne meurs pas. Vis pour t'occuper de nos enfants. » Mais Sophie Chotek était déjà morte et quelques minutes plus tard, il mourrait lui aussi. Ces 3 enfants ne reverraient jamais leurs parents. Après l'assassinat tragique de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse Sophie Chotek, en ce mois de juin 1914, leurs 3 enfants, la princesse Sophie, le duc Maximilien et le prince Ernst von Hohenberg, se retrouvèrent soudainement orphelins du jour au lendemain. Les enfants furent recueillis par un ami très proche de la famille, le prince Jaroslav von Thun, et ils résidèrent d'abord au château de Konopište, en Bohême, tout près de Prague. C'est là qu'ils avaient vécu leurs années les plus heureuses pendant la Première Guerre mondiale. Malgré l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, ils ne furent pas directement touchés par les lois autrichiennes. En revanche, en raison du mariage morganatique de leurs parents, ils ne furent jamais considérés comme des membres à part entière de la dynastie impériale. Cependant, avec la fin de la guerre et la création de la Tchécoslovaquie, la situation changea radicalement. Le nationalisme tchèque en vint à considérer tout lien avec les anciens souverains Habsbourg comme un symbole d'occupation et d'oppression. En 1919, le gouvernement tchèque expulsa les 3 frères de leur domicile, ne leur permettant d'emporter que quelques effets personnels. Privés de la maison de leur enfance, d'une grande partie de leurs revenus et même du droit de circuler librement dans la région, les soi-disant orphelins de Sarajevo entrèrent dans l'âge adulte marqué par l'exil, la perte et une instabilité qui les accompagnerait pendant des décennies. Ernst von Hohenberg est venu au monde en mai 1905 à Konopište et il était le plus jeune des 3 enfants au moment même où ses parents furent assassinés à Sarajevo. Il n'avait que 10 ans, un âge suffisant pour comprendre la tragédie, mais il était bien trop jeune pour la surmonter à partir de ce jour-là. Son enfance prit fin. Après l'attentat, Ernst accompagna ses frères sous la tutelle du prince Jaroslav von Thun. Jusqu'à ce que l'expropriation des propriétés en Bohême les oblige à partir. Finalement, la famille s'installa à Vienne et plus tard au château d'Arstetten en Basse-Autriche, où ils tentèrent de reconstruire une vie que l'histoire s'acharnait à démanteler. Réservé et silencieux, Ernst grandit profondément, marqué par la perte précoce. Il étudia la sylviculture, comme le souhaitait son père. Il devait se préparer avec soin à gérer des terres qui lui avaient été à plusieurs reprises confisquées par les bouleversements politiques de l'époque. Bien qu'il ait mené une vie très discrète tout au long de son existence, il n'a jamais caché ses profondes convictions monarchistes ni son rejet total de l'extrémisme qui progressait en Europe, en ce mois de mars de l'année 1938. Avec l'Anschluss, ses positions sont devenues dangereuses.
ERNST, avait participé à des réunions pro-monarchistes et s'était publiquement prononcé contre l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Cela a suffi à faire de lui un ennemi du régime. Il fut arrêté par la Gestapo et envoyé au camp de concentration de Dachau avec son frère Maximilien, sans procès ni inculpation formelle. Après un séjour à Dachau, Ernst fut transféré à Sachsenhausen et, plus tard, à Flossenburg. Durant toutes ces années, il a subi le travail forcé, la faim et des maladies constantes. Contrairement à son frère, il ne fut pas classé comme prisonnier politique, mais comme criminel de droit commun, une condition qui impliquait un traitement encore plus sévère. Pendant sa captivité, la famille ne recevait que des cartes postales, sporadiques, qui ne contenaient que son numéro de prisonnier, la seule preuve qu'il était encore en vie. Peu avant son emprisonnement, le 25 mai 1936, Ernst s'était marié avec Marie-Thérèse Wood, fille d'un diplomate anglais. En 1937, naquit leur premier fils, Franz Maximilien, qui fut sa dernière grande joie avant l'effondrement définitif. Libéré seulement en 1943, après une intense pression internationale, Ernst quitta les camps de concentration profondément affaibli. Bien qu'il ait réussi à survivre, il ne retrouva jamais complètement la santé. Après la fin de la guerre, les propriétés autrichiennes de la famille furent restituées, mais le corps et l'esprit d'Ernst étaient déjà marqués de façon irréversible. Il ne vécut que quelques années de plus, tentant de mener une vie de père, d'époux et d'homme ordinaire, malgré les profondes cicatrices physiques et psychologiques de la captivité. Le 5 mars 1954, Ernst von Hohenberg s'éteignit à Grasse à l'âge de 49 ans. Il fut enterré dans la crypte de la famille Hohenberg au château d'Artstetten. Maximilien von Hohenberg est né le 29 septembre 1902. Dans des circonstances normales, il aurait été préparé à hériter de l'un des plus grands empires d'Europe. Si ce n'était le mariage morganatique de ses parents, Maximilien aurait été l'héritier direct du trône austro-hongrois. Mais l'histoire en a décidé autrement. Avant même de comprendre le poids de cette exclusion, il perdit tout. Son père, sa mère et le monde auquel il aurait appartenu. À seulement 11 ans, Maximilien se retrouva orphelin et, en silence, devint le chef d'une famille qui n'avait déjà plus sa place au centre du pouvoir. Dès son plus jeune âge, il ressentit le poids de la responsabilité. Contrairement à son frère cadet, Ernst, qui se replia sur lui-même, Maximilien développa une attitude austère. Austère, réservée, marquée par la discipline et le sens du devoir. Le traumatisme ne l'a pas brisé, il l'a endurci. Après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et l'expulsion de la famille de Bohême, Maximilien tenta de construire une vie qui n'avait jamais été prévue pour lui. Il étudia le droit, fut diplômé de l'université de Graz, commença à travailler comme avocat, acquit des propriétés, organisa la vie familiale. Et il assuma discrètement le rôle de chef de la maison de Hohenberg. C'était un homme partagé entre deux mondes, trop fort pour n'être qu'une victime, mais privé de tout ce qu'il aurait dû hériter. Politiquement, Maximilien n'a jamais accepté l'extrémisme. Il était monarchiste, défenseur de l'indépendance autrichienne et opposant au nazisme. Lorsqu'en mars 1938, l'Autriche fut annexée au Troisième Reich, il ne garda pas le silence et il le paya. Presque immédiatement, Maximilien fut arrêté par la Gestapo et envoyé au camp de concentration de Dachau avec son frère Ernst. Il n'y eut ni procès, ni accusation formelle, seulement la punition. À Dachau, le fils de l'héritier assassiné de l'Empire nettoyait les latrines sous les ordres d'hommes qui incarnaient tout ce qu'il méprisait. L'humiliation était délibérée, symbolique. Pourtant, selon des témoignages ultérieurs, Maximilien garda sa dignité, aida d'autres prisonniers et endura la captivité sans jamais demander grâce. Après environ 6 mois, il fut libéré, non pas parce que son innocence fut reconnue, mais parce que,
Pour des raisons de convenance politique, il fut placé en résidence surveillée au château d'Artstetten. Les biens restants de la famille furent à nouveau confisqués. Pourtant, il survécut au régime qui tenta de l'effacer. À la fin de la guerre, quelque chose d'inattendu se produisit. L'Autriche était occupée, détruite et sans direction. Bien sûr, à Artstetten, la population locale connaissait Maximilien non pas comme un aristocrate lointain, mais comme quelqu'un qui avait souffert, résisté et persévéré. Avec l'approbation des autorités d'occupation soviétique, il fut élu maire de la ville. Il gouverna pendant 2 mandats consécutifs, non pas comme héritier d'un empire, mais comme administrateur d'une communauté. Le 16 novembre 1926, Maximilien prit pour épouse la jeune Elisabeth von Walburg, issue d'une très ancienne famille, considérée comme égale selon les critères de la maison des Habsbourg. Le couple eut 6 enfants. Il essaya de leur offrir ce qu'il n'avait jamais eu depuis 1914, la stabilité. Mais la santé de Maximilien ne se rétablit jamais complètement. Comme sa mère et son frère Ernst, il souffrait du cœur. En janvier 1962, peu après les célébrations de Noël, son état s'aggrava rapidement. Il fut transporté d'urgence à Vienne. C'était trop tard. C'est le 8 janvier 1962 que Maximilien von Hohenberg s'est éteint paisiblement à l'âge d'exactement 59 ans. Il fut enterré dans la crypte de la famille Hohenberg au château d'Artstetten. L'homme qui aurait pu être empereur termina sa vie comme un noble rural, ancien prisonnier d'un camp de concentration et maire d'une petite ville. Il vécut dans l'ombre d'un trône qui n'exista jamais pour lui, et désormais, il ne restait plus qu'elle. Sophie von Hohenberg vint au monde en juillet 1903 au château de Konopiště, situé en Bohême. Elle fut la première-née et la fille aînée de François Ferdinand et de Sophie, étant la seule fille parmi 3 enfants élevés, complètement à l'écart du faste impérial, mais entourée d'une vie de famille exceptionnellement affectueuse. Konopiště était l'endroit où ses parents se sentaient libres de l'hostilité de la cour de Vienne. Là-bas, Sophie vécut une enfance marquée par la stabilité, la routine domestique et la présence constante de son père et de sa mère. Franz n'a jamais eu d'illusion sur l'avenir politique de ses enfants. En raison du serment imposé par son mariage morganatique, il savait qu'aucun d'eux n'hériterait du trône. Et, selon les récits ultérieurs de Sophie elle-même, il a élevé les enfants pour qu'ils comprennent qu'ils n'étaient rien de spécial. Il voulait qu'ils vivent comme des propriétaires terriens, loin de la cour, protégés des intrigues dynastiques. C'était un père ferme, exigeant, mais profondément juste, et il souhaitait pour sa fille une vie simple et heureuse, aux côtés de quelqu'un qu'elle aimerait. Cette enfance prit fin brutalement le 28 juin 1914. Sophie avait 13 ans lorsqu'elle a perdu son père et sa mère lors de l'attentat de Sarajevo. Avec ses frères et sœurs et leurs nouveaux tuteurs, ils vécurent encore quelque temps à Konopiště, entourés de souvenirs qui devenaient de plus en plus douloureux. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la tragédie prit une nouvelle forme parmi eux. Le nouvel État de Tchécoslovaquie confisqua les nombreuses et extrêmement vastes propriétés foncières de la famille en Bohême, incluant notamment les emblématiques châteaux de Konopiště et Šlumek. Sophie fut alors expulsée de l'endroit qu'elle considérait comme son foyer le plus cher et sa véritable maison. Elle s'installa avec ses frères et sœurs à Vienne, entamant une vie marquée par les déplacements, les pertes matérielles et le sentiment constant de ne jamais appartenir pleinement à aucun endroit. Lors du procès des responsables de l'assassinat de ses parents, un seul des accusés, Nedeljko Chabrinović, exprima des remords. En apprenant cela, Sophie et Maximilien décidèrent de lui écrire une lettre. Ils affirmaient avoir eu connaissance de sa demande de pardon et qu'ils pouvaient avoir la conscience tranquille, car ils lui pardonnaient le rôle qu'il avait joué. Concernant la mort de ses parents, Ernst refusa de signer.
La lettre fut remise en main propre à Chabrinovitch par un prêtre jésuite en janvier, lorsque les frères furent informés de sa mort. Le 8 septembre 1920, Sophie épousa Friedrich von Nostitz-Rieneck. En tant qu'épouse d'un citoyen tchèque, elle put retourner dans le pays où elle avait passé son enfance. Le couple avait 4 enfants. La maternité devint le centre de sa vie. Mais même là, l'histoire ne lui a pas pardonné. 2 de ses enfants sont morts des suites directes de la Seconde Guerre mondiale. L'un au combat, l'autre après des années de captivité soviétique. Sophie, qui avait perdu ses parents lorsqu'elle était enfant, a également dû enterrer des enfants adultes. En 1938, la famille fut de nouveau frappée par la tragédie. Ses frères, Maximilien et Ernst, furent arrêtés par la Gestapo et envoyés au camp de concentration de Dachau. Sophie a tout vu de loin, impuissante, craignant chaque jour de ne plus jamais les revoir vivants. Après la guerre, les persécutions n'ont pas complètement cessé. En 1946, les autorités tchécoslovaques prirent la décision de classer injustement Sophie comme une Habsbourg et procédèrent à nouveau à la confiscation des biens de son mari. Elle fut expulsée de Bohême pour la seconde fois, partant dans un camion de réfugiés avec ses plus jeunes enfants. Leur destination finale fut une fois de nouveau le château d'Artstetten, en Autriche, ce lieu chargé d'histoire où, des années plus tôt, ses parents avaient en été portés en terre. Devenue veuve en 1973, Sophie mena une vie discrète durant ces dernières décennies, entourée de photographies décolorées d'un passé presque légendaire. En 1981, elle retourna à Konopiste pour la première fois en 60 ans. Elle parcourut les lieux de son enfance et déclara avec sérénité qu'elle y avait été véritablement heureuse. Sophie von Hohenberg est décédée le 27 octobre 1990 à l'âge de 89 ans. Elle fut enterrée aux côtés de son mari dans la crypte familiale. Elle avait perdu ses parents, ses 2 frères, 2 enfants et son mari. Elle a survécu aux empires, aux guerres et aux exils. Elle a survécu assez longtemps pour voir l'histoire de ses parents portée au cinéma. Elle a survécu à ses frères pendant de nombreuses années et fut le dernier lien vivant de ce jour tragique qui changea le cours du monde. L'attentat de Sarajevo, où non seulement un héritier et son épouse ont trouvé la mort, mais où a également débuté un cycle de violence qui allait entraîner la mort de millions de personnes à travers le monde.